Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre podcast Elisker le Mag. Aujourd'hui, nous démarrons une série de grands entretiens autour du thème de la paix dans le monde. Et mon invité aujourd'hui est Sébastien de Courtois. Sébastien, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Donc Sébastien, je rappelle que vous êtes écrivain, vous êtes grand voyageur, vous êtes aussi un grand spécialiste des chrétiens d'Orient auquel vous consacrez une émission à France Culture tous les dimanches matins sur les chrétiens d'Orient. Et vous venez aujourd'hui nous parler notamment de votre livre qui vient de paraître cette année, La marche et le sacré, quelques pas vers l'éternité, paru aux éditions Salvator. Et puis nous avons l'occasion aussi d'aborder d'autres sujets d'intérêt commun puisque nous avons beaucoup de points communs entre votre parcours et aussi l'ONG Elisker. Vous connaissez très bien le Moyen-Orient, vous connaissez très bien le Liban, la Turquie, l'Irak, que vous parcourez depuis votre jeunesse. À l'époque où vous étiez journaliste, correspondant des grands titres de la presse parisienne, vous avez beaucoup voyagé en Éthiopie, en Chine. Et là, vous nous offrez une petite respiration, je dois dire, parce que c'est un livre qui se lit extrêmement, qui est très fluide, qui a le mérite d'être un condensé de ce qu'est votre personnalité à cet instant de votre parcours. Et j'ai retenu plusieurs idées sur ce livre, notamment le lien entre la marche et la prière. Vous dites la marche est une forme de prière. Alors, certains vont dans des monastères, se recueillir, faire des retraites. Vous marchez, vous êtes très vif. Comment peut-on s'inscrire dans cette réalité quand on est un homme pressé? Êtes-vous un homme pressé d'ailleurs? Vous avez lu Paul Morand. Oui, je suis un homme pressé, et pressé par beaucoup de choses, et pressé peut-être par le temps et l'impression de courir après une succession d'objectifs, de désirs, de rêves, et de ne pas forcément avoir non pas le temps de tout faire. On a tous des vies professionnelles assez chargées, avec la famille, avec la vie. Mais la marche est venue encore une fois avec le temps, c'est-à-dire que j'ai mis du temps à comprendre que c'était essentiel dans ma vie, que c'était essentiel pour découvrir le monde d'un regard et d'un angle différent. Ça n'a pas été évident. Bon, je marchais, évidemment, nous sommes des bipèdes, c'est le moyen le plus simple, le plus économique, le plus beau, le plus élégant aussi de nous déplacer. C'est des milliers d'années d'histoire qui se sont ainsi déroulées. Si nous avions un peu de chance, nous aurions eu des chevaux aux époques reculées. Mais maintenant, c'est un luxe que de pouvoir marcher, de pouvoir trouver du temps pour marcher. Donc c'est effectivement un temps pour soi. Et le temps de la prière est venu parce que j'avais cette impossibilité de rester assis pour la prière, justement. Donc comment j'ai fait? J'ai tout simplement commencé à déambuler. Donc c'était le système des déambulations. Alors ne trouvant pas de cloître suffisamment grand et surtout portatif pour les prendre avec moi, j'ai pris la nature. Voilà, j'ai pris la nature, les villes, les quartiers, tous les endroits, les zones un peu déshéritées aussi, les terrains vagues. Il y a toute une philosophie des terrains vagues sur laquelle nous pourrions parler, qui manque assez tragiquement dans nos centres-villes parce que le prix du foncier fait que voilà, tout se construit. Mais voilà, c'est ce petit moment quotidien ou hebdomadaire qu'on peut avoir seul, une vingtaine de minutes, une heure si on a un peu de chance pour se retrouver avec soi. Moi, j'ai transformé ça en prière, oui, en vraie prière, parce que c'est quelque chose qui me manquait. Voilà, j'avais vraiment besoin de ce soutien quotidien et c'est ainsi que j'ai pu le contenir voilà, dans une vie de travail. Alors, vous évoquez beaucoup de paysages et ces paysages sont à la fois intérieurs et extérieurs. Commençons par la genèse de ces pérégrinations parce que ça fait pas mal de temps déjà que vous voyagez. Je remarque que vous ne vivez pas en France, vous avez un regard extérieur sur la France. Vous vivez à Chypre actuellement. Je pense qu'il serait peut-être opportun de parler de cette expérience que vous avez eue en Chine, puisque vous étiez à l'époque sur les routes de la soie, mais dans le sens inverse. Alors la Chine, effectivement, ouvre ce récit. J'ai eu cette expérience absolument bouleversante de pouvoir traverser le Taklamakan. Alors Taklamakan, c'est cet immense désert dans la dépression du Tarim. Nous sommes à l'ouest de la Chine, dans la région du Xinjiang. Alors je n'ai pas évidemment traversé le désert en tant que tel, c'est absolument impossible. Je l'ai contourné par ces marches.
Et j'ai eu cette sensation absolument extraordinaire de me retrouver dans un centre du monde. Et ma démarche a toujours été d'inscrire mes pas dans des prédécesseurs, dans ceux de mes prédécesseurs. Grands prédécesseurs, mais aussi humbles prédécesseurs, qui peuvent être des pèlerins, des marcheurs, des gens qui ont vécu dans ces contrées-là. Et j'ai eu vraiment l'impression, c'était vraiment un choc conscient, un rêve éveillé. Un soir, je m'étais perdu au retour j'avais fait un peu une escapade qui était complètement pas raisonnable. Donc j'avais pris un peu d'altitude à 400 ou 500 mètres de marche par rapport à là où j'étais. Mais quand la nuit est tombée, c'était très difficile de revenir. Donc j'ai failli voir la nuit de feu d'Emmanuel, je vais dire Karl-Emmanuel Schmitt, d'Emmanuel Schmitt, ouais. Schmitt, voilà. Donc je n'ai pas eu cette nuit de feu, mais j'ai eu cette rencontre avec quelque chose qui tient du destin. C'est-à-dire que j'ai senti que j'étais là au bon moment, au bon endroit, et qu'il y avait un sens à cet égarement. Voilà. Et donc j'essaye de garder cette notion d'égarement pour ne pas me prendre au sérieux et pour prendre avec calme et patience et relativiser un petit peu tous les problèmes qu'on peut avoir dans la vie. Voilà. Donc c'est un marqueur important. Donc cette dépression du Tarim a été très vite colonisée par des populations indo-européennes. On a trouvé des momies fabuleusement bien conservées dans cette région qui est très sèche. Les bouddhistes sont passés, les chrétiens sous la forme nestorienne sont allés jusque-là en venant par les routes de la soie. L'islam est arrivé ensuite par les routes marchandes. Les Chinois sont arrivés jusque-là, les populations d'Asie centrale. Donc il y a eu tout ce mélange des traditions, de cultes, de langues, mais qui pour moi était véritablement le centre de ce qui pouvait m'intéresser dans cette vie. Vous évoquez aussi dans votre récit que des paysages peuvent prendre une forme sacrée, comme si on avait l'impression que au contact de ces paysages, vous réalisez votre propre unité. Vous qui êtes quand même un être traversé par une histoire riche, par votre parcours depuis la France, vous avez étudié au Royaume-Uni, vous avez sillonné l'Orient et vous avez fait vôtre aussi toutes ces histoires. Alors la notion de sacré comment un paysage devient sacré est multiple. Voilà. Ouais. Pareil, dans ce lieu-là, dans ce désert du Taklamakan, j'ai compris je parlais d'humilité, effectivement, notre petitesse par rapport à ce que nous offre la nature. Dans le fond, ce sont les montagnes de l'Himalaya que nous voyons quand même, donc à 7000, 8000 mètres d'altitude, cette espèce de mer de sable immense, les Pamirs sur votre droite si vous regardez le sud, et cette fin du monde chinois qui arrive par l'ouest. Donc il y a quand même une position historique qui est assez phénoménale. Et on connaît l'histoire de la tectonique des plaques, un ancien océan qui n'était pas trop loin non plus. Oui, cette nature peut être sacrée, bien entendu. Alors je fais référence dans mon livre à toutes les tentatives qu'il y a eu et qu'il y a encore, et qui sont à mon avis très intéressantes, de donner des personnalités juridiques à la nature, aux arbres, aux sources. Bon, avant de parler de reconnaissance dans notre droit positif, il y a quand même tout un tas de cultures qui reconnaissent, des cultures dites animistes, qui reconnaissent quand même la valeur sacrée de paysages. Et là, c'est Philippe Escola qui m'a appris cette chose-là dans son regard anthropologique sur l'Amazonie, quand lui va faire ses premiers terrains, donc un jeune étudiant à la tête bien formée dans nos écoles, qui arrive et dit « ce paysage est magnifique », il a quelqu'un d'une tribu qui est là pour le guider, et il ne voit pas la même chose. L'homme de la tribu dit il ne comprend pas le mot paysage. Pour lui, ce n'est pas un paysage, c'est un fleuve, c'est un arbre, c'est une source, c'est quelque chose de très précis. Voilà. Et donc c'est cette déconstruction qui a été nécessaire. Il a compris que lui, il voyait des tableaux en fait, qui est notre éducation classique. Voilà. Donc cette idée de paysage sacré existe déjà. Mais encore faut-il prendre la peine et le temps, encore cette idée de temps, de le penser et de le découvrir et de l'accepter. Et si on accepte effectivement cette philosophie du regard, plutôt qu'une philosophie de vie, on change complètement son point de vue. Et encore une fois, je reviens sur cette idée première qui est pour moi importante, c'est qu'un paysage transformé reste un paysage.
un paysage urbain est pour moi aussi un paysage. Ça peut paraître contradictoire, mais je crois qu'il ne faut pas opposer les deux, parce que si on oppose, l'un détruit l'autre. Il faut au contraire voir une espèce de complémentarité. Là, je parlerai de Michel Serres, qui a donc le contrat naturel, le contrat avec la nature, et un jeune philosophe qui m'a beaucoup touché, qui est Patrick Degeorges, qui a lancé une association, Faire la paix avec la Terre. Et c'est là où il fait venir ces tribus Kogi d'Amérique du Sud, et les Kogi interprètent le monde, ils voient le monde en couleur, par exemple. Donc ça, c'est une histoire absolument fascinante. Ça nous éloigne un petit peu de notre sacré, mais j'ai eu besoin de faire ce grand voyage, qui est à la fois un voyage intérieur, comme vous l'avez dit, et un voyage aussi par les lectures, par la rencontre de gens. Les amitiés aussi. Les amitiés, exactement. Et la rencontre de gens, de personnalités avec lesquelles je n'étais pas destiné, entre guillemets, à échanger sur ces sujets-là. C'est-à-dire que la vie nous forme et nous oblige à sortir de nos sillons. Voilà. Les sentiers battus. Exactement. Parce que, en fait, l'amitié tient un rôle, je dirais, c'est même le fil conducteur de votre livre, cette rencontre avec l'autre et comment on fait chemin avec cet ami. Revenons aussi sur cette notion du temps. Vous étiez un homme pressé jadis, vous étiez journaliste. Un journaliste n'a pas la même temporalité qu'un marcheur, puisque vous étiez soumis à contraintes des rédactions qui vous commandaient la copie à rendre. Vous étiez donc sur le terrain en Irak, vous avez beaucoup travaillé aussi en Turquie, en Syrie. Pouvez-vous revenir un petit peu sur cette période de votre vie? Parce qu'on a l'impression que c'est vraiment une façon de tourner vraiment la page que de passer au récit. Le récit qui demande une autre temporalité. Ça a été une période absolument fascinante de ma vie parce que je n'avais aucune conscience des soucis que je pouvais avoir. C'est-à-dire que cette partie de jeunesse, enfin jeunesse, il ne faut pas exagérer non plus, hein, disons d'insouciance. Quand l'insouciance est là, c'est magnifique, mais quand elle n'est pas là, on ne se rend pas compte en fait qu'elle a été là à un moment donné. Donc il y a une période dans la vie qui est assez merveilleuse, qui est cette insouciance. Donc je me suis installé à Istanbul comme correspondant de presse, et je couvrais pour la presse française à partir d'Istanbul, Constantinopolis, comme on dit dans mon pays, mon très beau pays d'accueil qui est Chypre actuellement. Voilà, toute cette zone compliquée des Balkans au Caucase, en passant au Levant, c'est-à-dire Proche et Moyen-Orient. Donc j'ai pu voyager énormément. Le fait de me décentrer depuis Paris, de me rapprocher du Bosphore a été un geste très, très important, même un geste heureux, parce que la vision du monde était non pas transformée, mais disons un peu améliorée. Il y avait des canaux de lisibilité un peu plus faciles. Pour moi, c'était la continuité d'un parcours personnel, parce que j'ai fait des études de droit, j'ai travaillé dans des cabinets d'avocats, j'ai quitté tout ça, je me suis remis à mes études à l'école pratique des hautes études, justement, un DEA d'histoire. Bon, pourquoi? Parce que j'avais cette soif de mieux comprendre et de mieux connaître. Bon. Là, j'étais un petit peu dans le défi de faire le plus de choses, de me faire remarquer, voilà, de courir partout où j'avais besoin de moi, où l'on avait besoin de moi. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec le temps, le métier de journaliste est un métier passionnant, mais c'est un métier où on prend beaucoup de l'autre et on donne en retour pas grand-chose. Je ne dis pas qu'on donne rien, on donne quand même quelque chose, mais pour moi, il y avait une frustration parce qu'il y avait une rupture d'égalité entre ce que la personne me donnait comme information, comme source, etc. Et ce que moi je pouvais lui donner. Alors certes, j'informais les gens, j'alertais parce que j'ai tout de suite travaillé sur les chrétiens d'Orient, donc j'ai fait des reportages qui m'ont semblé importants sur la cause des massacres. Enfin bon, il y a eu énormément de choses qui m'ont intéressé et passionné. Mais c'était encore une fois mon positionnement par rapport à cette... Donc cette période-là a duré une dizaine d'années et maintenant je suis passé un petit peu de l'autre côté de la barrière parce que je travaille pour des projets de coopération où là, voilà, là on aide les autres à faire quelque chose. Et là ça devient passionnant, ce qui ne m'empêche pas d'écrire et de continuer à marcher. Mais Sébastien, vous êtes un peu dur avec vous-même parce que votre travail c'était aussi celui de passeur de témoignages et votre rencontre avec les communautés syriaques du Tour Abidine, donc ces premières nations chrétiennes, je veux dire même avant les Arméniens, ils étaient déjà chrétiens, vous a bouleversé et vous avez commencé je crois que vos premiers livres, c'est sur ce sujet. Alors, deux choses, racontez-nous un peu le contexte de votre rencontre avec les Syriaques du Tour Abidine, d'ailleurs c'est où le Tour Abidine, et puis
À l'époque, c'était, je crois, fin des années 90, début 2000. Ouais. Désolé, pardon, navré. Mais pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'à l'époque, tout le monde se fichait des chrétiens d'Orient. Quelle rédaction serait intéressée, même des rédactions catholiques, à faire sa couverture sur les chrétiens d'Orient? Est-ce que c'était vraiment le cas ou... C'est une très bonne question parce que je me la pose en fait souvent. Qu'est-ce qui a changé en 20 ans? Donc évidemment, il y a eu des drames qui ont sensibilisé un petit peu les gens sur le sujet. Donc moi, j'arrive en Turquie orientale à la toute fin des années 90, donc dans cette période de transition entre le droit et cette nouvelle vie que je me cherche, sans avoir trouvé aucune solution. Je voyage en Turquie avec deux personnes. L'une s'appelle Georgian Taki, famille Melkite originaire d'Alep, et Michel de Grèce, l'écrivain qui était ce conteur absolument merveilleux et qui très gentiment m'avait accepté dans leur voyage. Et ils voulaient visiter ces monastères syriaques orthodoxes de la frontière sud-est de la Turquie, Mardin, voilà, la région de Mardin jusqu'à Cizre, en deçà du Hakkari, qui fait frontière avec la Syrie. Donc on est à peu près à équidistance d'Alep et Kamishli, qui est cette zone compliquée. Voilà. Donc je découvre cette région sans avoir aucun a priori, n'étant pas du tout informé de ce qu'est un chrétien d'Orient, ou un chrétien oriental, ou un membre d'une église d'Orient. Je découvre ces monastères, et là il y a un véritable choc qui se passe. Maintenant je peux parler de providence, quand je vois le chemin qui a été parcouru depuis toutes ces années, et j'ai découvert la vie monastique dans ces lieux. Alors j'ai pas pensé rester en tant que moine, hein. J'étais trop pressé, justement, vous le disiez tout à l'heure, c'était juste absolument pas concevable pour moi. Mais je me suis posé la question de comment travailler sur cette communauté, comment faire connaître mieux ces communautés, ces villageois qui parlent l'araméen, qui parlent une langue dérivée de l'araméen, donc du syriaque. On dit le Turoyo, qui est la langue de la montagne. La langue du Christ, qui est l'un des dialectes, voilà, de parler à l'époque du Christ, l'un des rameaux araméens qui reste et qui est encore parlé. Il y a plusieurs poches d'araméens qui sont toujours parlés. Voilà, donc imaginez-vous la fin des années 90, une période qui était plutôt faste pour le sud-est de la Turquie, parce que les barrages, c'était plus une zone militaire. Öcalan avait été arrêté par les Turcs, donc c'était une zone plutôt d'accalmie. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus la guérilla kurde avait cessé ses activités. Elle avait cessé ses activités dans le et surtout le sud-est de la Turquie redevenait accessible au tourisme. Car il n'était pas accessible tout simplement avant, sauf sur autorisation. Donc on sortait et paradoxalement, ça a été une chance aussi, parce que du coup, le conservatoire, qui était déjà naturellement cette région des monastères, l'était encore plus à l'époque contemporaine, parce qu'il n'y avait eu aucune construction depuis les années 50 jusqu'aux années 80-90. Bon, pour faire vite, ces chrétiens appartiennent à l'église syriaque orthodoxe, donc c'est le siège d'Antioche. Jacobite. Jacobite, voilà, dans l'histoire, toujours dans notre vision de l'histoire. On aurait dit monophysite à une certaine époque, mais voilà, on ne le dit plus parce qu'il y a eu des réformes qui ont été faites dans ce sens-là. Ce sont des chrétiens qui ont toujours été là depuis les premiers siècles du christianisme, hein, des églises du 4e, 5e, 6e, 7e siècle, qui n'ont jamais été fouillées archéologiquement encore jusqu'à notre époque. Quelques visites de voyageurs au tournant du 19e et 20e siècle, Gertrude Bell, par exemple, c'était cette formidable exploratrice britannique qui a photographié ces régions-là. Espionne aussi. Voilà, après, quand elle a été à Bagdad et à la fondation de l'État irakien. Voilà, donc un contexte quand même assez phénoménal. Et je reviens à Paris après ce premier voyage et je rencontre Alain Desrumeaux, qui est un professeur d'études syriaques, et François Tual, qui était un géopolitologue, voilà, qui enseignait à l'école pratique des hautes études. Et ils m'ont très chaleureusement encouragé de faire un doctorat sur cette région-là. Voilà. Donc c'est devenu un sujet de travail universitaire pour moi, donc j'y suis allé souvent, et ça a été ma légitimité pour écrire dans le journalisme, parce que j'avais cette connaissance, cette érudition, disons, sur une zone particulière. Mais quid des difficultés que vous rencontriez à l'époque pour vendre, entre guillemets, vos sujets? Un sujet difficile à vendre, effectivement, et je me souviens de aucune porte qui s'ouvre, effectivement,
On peut penser même à des titres c'était pas du tout un sujet qui les intéressait. Il y a même quelqu'un qui m'a dit on en a trop entendu parler. Bon. Il faut savoir une chose, c'est que c'était un marqueur politique très important. Ça l'est beaucoup moins maintenant. Et mon travail aussi s'inscrit dans cette démarche-là, et ça je tiens vraiment à le dire. C'est qu'évidemment il ne s'agit pas d'une cause politique, sauf peut-être d'une cause métapolitique à un niveau plus régional. On n'a surtout rien à dire et rien à faire pour ajouter nos divisions sur leurs divisions, parce que toutes ces communautés sont aussi divisées. Donc je crois qu'il faut avoir beaucoup de distance et un regard présent, mais un comportement distant. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, bien entendu, mais c'est l'ethnographe qui ne veut pas abîmer son terrain. Et c'est aussi important de le faire parce que tout ce que nous faisons peut les mettre en danger localement. N'oublions pas qu'ils sont minoritaires depuis très longtemps, mais particulièrement depuis les dernières années chez eux, et que tout ce qui peut se faire, se dire, mal être compris, peut mettre leur vie en danger tout simplement en Irak, au Liban, en Syrie et même en Turquie. Voilà. Donc vous étiez dans les années 90 au contact de ces communautés. Malheureusement, vous avez eu la chance de connaître l'Irak avant l'invasion 2003 américaine, la Syrie d'avant son calvaire 2011. Que vous ont apporté ces communautés dans votre propre connaissance de vous-même? Une redécouverte de nos traditions. Vraiment? Encore une fois, des traditions que je connaissais mal, mais je suis le reflet d'une éducation aussi. Donc, on oublie tout simplement que le christianisme est une religion orientale, importée d'Orient, qui a été latinisée par défaut sur certaines géographies. Une humanité, une simplicité d'accès, je pourrais dire l'hospitalité aussi qui est très importante, une foi extraordinaire, une foi généreuse. Je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire un sentiment de haine, par exemple. Je n'ai aucun souvenir de ce genre de sentiment, alors que nous avons couvert avec Noël Kidul l'arrivée de Daesh sur Karakosh, la fuite des chrétiens de Karakosh, le massacre des Yézidis dans le Sinjar. Je parlais d'humilité tout à l'heure, là c'était une seconde leçon. D'humilité. Ah bah oui, parce ça relativise aussi nos petits problèmes. Donc et une capacité j'allais dire de reconstruction. On n'en est peut-être pas là parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas le choix. Les plus riches sont partis depuis très longtemps. Ceux qui restent sont, dans la grande majorité des cas, ceux qui n'ont pas pu partir. Néanmoins, il y a quelques retours. Je pense à la Turquie du Sud-Est. Mais bon, la Turquie est un État à part. Hein. C'est un État, disons, un peu plus construit que les autres pays. Et puis, je soutiens tous ceux qui font du bien là-bas, mais qui font du bien concret. Je pense à l'œuvre d'Orient, bien entendu, à l'association Fraternité en Irak, les questions de patrimoine matériel, de patrimoine immatériel, les questions de reconstruction de la diaspora aussi sont très importantes. Donc quand je parlais de distance tout à l'heure, c'était une distance engagée. L'engagement par le non-engagement, en fait, c'est-à-dire par la non-division. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'intéresser à ce qu'ils font, bien au contraire. Et souvent on me demande quoi faire, il faut la connaissance déjà, il faut les connaître, il faut savoir les langues qu'ils parlent, il ne faut pas dire à des turcophones que c'est de l'arabe ou à des arabophones que c'est du turc, que l'arménien c'est du georgien, que le georgien c'est du christo-palestinien. Enfin, on a les éléments, la France étant particulièrement pointue par son histoire, pour ses relations chrétiens d'Orient, on a les éléments et on a toute la littérature pour se renseigner. Voilà. Donc il faut faire attention aux diasporas, il faut faire attention à tous ces gens qui viennent chez nous. Souvenez-vous des départs dans les années 2008, 2012, 2013, quand on accueillait les chrétiens d'Irak ici. Pareil, dans les années suivantes. Et ça continue. C'est une émigration à flux tendu. Une hémorragie. Une hémorragie. Et tout à l'heure, vous me parliez justement de la question de leur rôle. Quel est le rôle des chrétiens d'Orient? Donc, à l'époque, mais bon, je ne vous parle pas du siècle précédent, je vous parle des décennies précédentes, on pouvait encore parler d'une masse critique qui puisse être une masse qui permette l'échange entre communautés par ailleurs qui ne se parlent plus. Dans l'islam, il y a beaucoup de traditions musulmanes qui ne se parlent pas, par exemple. Souvent, dans les villages, le prêtre était le médiateur. L'arbitre des conflits. Voilà.
Mais maintenant, ça n'existe plus. Et les premiers à le regretter sont les musulmans. Oui. Alors notons que nous enregistrons cette émission le 7 octobre 2024, donc pile un an après le pogrom perpétré par le Hamas contre les Israéliens et la descente aux enfers du Moyen-Orient dans un cycle de violence infernale, de vengeance, de destruction, de mort. Le but est de réfléchir à ce que les chrétiens qui sont restés en Terre Sainte, notamment, peuvent apporter pour faire nation, faire société, là où il n'y a plus de place pour l'autre, là où il n'y a plus d'altérité. Est-ce que dans vos recherches, dans votre travail, vous vous intéressez au sort des chrétiens de Terre Sainte et ce qu'ils peuvent faire malgré leur nombre insignifiant, puisque là on parle pour le coup d'une vraie hémorragie, pour ramener les partis à mieux se connaître? Les chrétiens de Terre Sainte ne comptent plus et ne comptent pas en termes démographiques. Ce sont des minorités. J'ai fait une émission récemment sur l'archéologie à Gaza, ce qui était un moyen aussi de parler des communautés. Les gens ont beaucoup de tristesse. Il y a à peu près 1 millier de chrétiens à Gaza? Quelques centaines, je dirais. Ils Voilà. étaient 2000 avant. Mais des départs qui ne remontent pas à cette année. Attention, on ne va pas se mentir, les conditions de vie n'étaient quand même pas idéales voilà, dans toutes ces années passées. Néanmoins, les chrétiens de Terre Sainte, enfin les chrétiens d'Israël et les Palestiniens, ont évidemment un rôle très important, un rôle symbolique très fort. Un archéologue me disait, un archéologue israélien, quand j'étais passé à Jérusalem, dès qu'on creuse, on trouve des inscriptions écrites en grec, et qui sont des inscriptions byzantines, où on trouve une église paléochrétienne. Donc la présence historique est très importante. Simplement, nous sommes dans des situations politiques, dans des systèmes politiques qui ne reconnaissent plus l'altérité, de part et d'autre. Et les chrétiens sont au milieu. C'est ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? On part. Sauf si on est militant, sauf si on est engagé, sauf si on a sa famille, sauf si on a un attachement particulier à un endroit. Donc ce qui reste, ce sont les institutions. Les écoles. Les écoles, d'une part, et les institutions. Je pense au patriarcat de Jérusalem, je pense au patriarcat arménien, qui traverse une période très compliquée à Jérusalem. La communauté arménienne de Jérusalem est en danger. C'est quand même inattendu. On avait le droit d'espérer qu'il y ait un respect de ce patrimoine, voilà, qui est un patrimoine qui appartient à tout le monde, parce que Jérusalem est une ville divisée, est une ville partagée, mais est une ville unie aussi. Donc il y a ce sentiment d'humilité. Donc évidemment, il ne faut pas que les chrétiens partent, il faut que ces institutions demeurent et qu'elles soient respectées comme telles. Donc là, nous avons, nous, un rôle politique, je dirais, c'est-à-dire un rôle diplomatique, c'est-à-dire de les soutenir quand nous avons des liens particuliers avec ces institutions, et d'encourager les écoles, bien entendu, à maintenir une présence. Je dois rappeler que ce sont des écoles de confession chrétienne très souvent, je pense au Liban particulièrement aussi, mais qui scolarisent à 90% des enfants musulmans. On l'oublie ça aussi, que cette mosaïque culturelle ne vit aussi que par cette ersatz de présence chrétienne. Et ça, il ne faut pas l'oublier ni le sous-estimer. Vous nous rappelez que vous travaillez dans la coopération culturelle, vous êtes engagé aussi sur ce terrain-là. Tenant compte de l'importance du tissu scolaire chrétien qui essaime de l'Égypte jusqu'à l'Irak, tenant compte de l'histoire de ces institutions scolaires qui ont scolarisé une majorité d'élèves musulmans et qui était peut-être, je crois, le seul lieu de cohabitation quasi fraternelle entre enfants musulmans, enfants chrétiens, que ce soit en Terre Sainte, que ce soit au Liban, en Syrie, en Irak. Que peut faire la France, qui croit encore, je crois qu'elle est bien la seule, une des rares puissances moyennes à prôner le vivre ensemble au nom, non pas de la foi, puisque la France, ça fait longtemps qu'elle n'est plus la fille aînée de l'Église, depuis 1905 au moins, même avant, mais au nom d'une certaine idée de la francophonie, de ses valeurs. Le français, non pas comme langue des affaires, mais langue du vivre ensemble. Est-ce que vous avez réfléchi là-dessus? J'aurais fait plus que réfléchir là-dessus, parce que c'est pratiquement mon métier et ma passion. La France fait beaucoup. Mais c'est palpable? Mais ne sait pas mettre en valeur son travail, parce qu'on a peut-être ce sentiment de culpabilité, ce sentiment par rapport à cet héritage chrétien dont vous parlez,
fille aînée de l'Église, et puis l'autre pendant, c'est France protectrice des chrétiens d'Orient. Oui. Bien entendu qu'il faut réviser ces notions, c'était des notions... Mettre à jour. Les mettre à jour, qui s'inscrivaient dans un cadre historique très précis. Géopolitique aussi. Les capitulations, etc. Et qui étaient donnant-donnant, hein. C'était pas que à notre avantage. Voilà. Donc néanmoins, on a une responsabilité historique parce que nous connaissons ces communautés, plus que d'autres nations. Nous nous sommes intéressés à ces communautés depuis des siècles. Nous avons des livres, nous avons des manuscrits sur ces communautés. Donc c'est plutôt par cet angle-là que j'aborderai cette responsabilité. La France fait beaucoup, mais nous ne faisons pas assez pour le faire savoir. Parfois aussi c'est bien de faire et sans avoir besoin de publicité. Néanmoins, on est dans un monde où on a besoin de soft power, on a besoin justement de cet équilibre. Nous pouvons faire plus, très certainement, mais je crois qu'il y a beaucoup d'acteurs engagés qui seraient déjà partis depuis bien longtemps s'il n'y avait pas ce soutien. Et souvent, ce n'est pas des centaines, des millions d'euros qu'il faut, mais c'est quelques milliers d'euros qui vont permettre à une école de survivre, de terminer l'année, de couvrir les bourses pour 40 enfants supplémentaires. Je pense aux déplacés du Liban, en ce moment du Sud-Liban, qui remontent en masse vers le nord et qui sont accueillis gratuitement par les écoles francophones. Et les autres, hein, ne faisons pas du cocorico mal placé dans une situation aussi tragique. Je voulais vous dire aussi par rapport aux écoles, vous parliez de lieux de cohabitation. Oui, aujourd'hui, mais avant, il y avait d'autres lieux de sociabilité pour les communautés. N'oublions pas que ces écoles ont attiré aussi, là je pense à Istanbul, les minorités de l'Empire ottoman, c'est-à-dire les non-musulmans. Donc il y avait déjà ce terreau non-musulman. Je pense à des gens que je connais très bien à Istanbul qui ne sont pas de confession chrétienne ni musulmane, qui appartiennent à la vieille communauté séfarade stambouliote. Ladino. Ladino, qui ont été formés dans les écoles chrétiennes, avec des bonnes sœurs, avec des pères, jusque dans les années 50, 60, 70. Voilà. Donc c'est cette mosaïque orientale qui est malheureusement en train de disparaître, qui ne reviendra pas. Je crois qu'il ne faut pas se leurrer. Mais nous avons un devoir de dire que c'est ça la voie et c'est soit une certaine idée de justice et d'équilibre. Voilà. Au nom de l'exception, au nom de notre perception de ce que c'est que l'exception culturelle, au nom de ce que peut être l'exception culturelle, au nom de ce que nous face sommes, à cette mondialisation qui broie l'altérité. Au nom déjà de ce que nous sommes en tant qu'être humain, déjà c'est une responsabilité personnelle qui devient ensuite une responsabilité collective. Je pense qu'il n'y a pas de collectif s'il n'y a pas une prise de conscience individuelle de ces choses-là. Et puis les êtres construits et intellectuels que nous sommes. Je veux dire, c'est une chance d'appartenir à notre culture, voilà, qu'elle nous permette de nous faire réfléchir sur ces sujets-là avec sérénité. Donc ça veut dire aussi une invitation à la créativité, au nom de tout ce patrimoine qui existe. Et la France est plutôt bien placée du fait de la richesse de ses institutions propres de recherche. Bien sûr. Que ce soit les Instituts français du Proche-Orient, que ce soit les Langues-Eaux, l'œuvre d'Orient aussi qui a une histoire. Enfin, je rajouterai une question de valeur, bien entendu, à votre remarque, et une question de foi aussi. Oui, on va y dire. Pour revenir un petit peu sur notre premier sujet, c'est que dans mon engagement, qui est un engagement moral maintenant, vous parliez de transmission tout à l'heure, oui, je suis dans la transmission. C'est une obligation morale de transmettre ce que nous avons reçu. C'est un acte de foi. Et voilà. Et l'acte de foi s'inscrit dans ce mouvement-là. Quelque chose qui est important aussi, c'est le devoir d'optimisme. Alors ça peut paraître un peu absurde de dire ça, c'est que face à l'effondrement dont nous sommes témoins, il y a 20 ans, quand j'ai traversé toutes ces contrées-là, jamais j'aurais imaginé que ça disparaisse aussi vite. Alep, vous avez connu Alep. Je pense à la Alep. Syrie, je pense à Alep, je pense aux chrétiens du fin fond du désert syrien, de la Djeziré, voilà, où les dernières colonnes d'Arméniens sont venus d'Anatolie, les déportés, les plaques que j'avais vues à l'époque, qui ont été sautées, voilà, des Rézor. Le mémorial des Rézor. De même, qui a été détruit. Dynamité par Daesh. Par Daesh, voilà. Donc ça, honnêtement, je ne pouvais pas l'imaginer. Donc on est dans un temps restreint. Face à ce temps restreint, la marche nous permet de prendre un peu de distance et de réfléchir, la prière et une certaine forme d'optimisme qui nous oblige à cette transmission. Donc je crois qu'on peut se créer aussi un système qui nous permet de nous protéger par rapport à ce qui se passe et de construire. On est dans la reconstruction maintenant. J'essaie de synthétiser ça en une phrase. Premièrement, il faut prier. Deuxièmement, penser. Troisièmement, agir. Et marcher. Et marcher. Sébastien de Courtois, merci infiniment pour ce témoignage d'espérance lucide.
mais d'espérance quand même, auquel nous sommes tous condamnés. Je rappelle à ceux qui nous suivent qu'il faut se procurer, qu'il faut lire La Marche et le Sacré de Sébastien Courtois, paru chez Salvatore, qui est un vrai bol d'air et une vraie invitation au voyage et aussi à abattre cette distance qui nous sépare du ciel. Je trouve que c'est un beau pont que vous proposez. Et merci aussi de nous suivre, de vous abonner sur notre chaîne YouTube et d'être plus nombreux à nous suivre. Merci Sébastien. Au revoir. Merci beaucoup, Tigran.